Tu sais déjà de qui tu penses en ce moment. Pas besoin que je te le dise. Ce visage qui est là, quelque part dans ta poitrine, avant même que tu aies eu le temps de décider d'y penser. Cette personne qui n'est peut-être pas la première du genre. Peut-être même que tu commences à voir un fil, quelque chose qui se répète, une silhouette qui revient sous des noms différents, sous des visages différents, mais avec la même qualité de présence, la même façon de te faire ressentir exactement les mêmes choses. Peut-être que c'est quelqu'un que tu aimais et qui t'a quitté d'une façon qui ressemblait étrangement à ce qui s'était passé avant. Peut-être que c'est quelqu'un que tu aimes en ce moment et que tu sens, quelque part sans pouvoir l'expliquer, que tu es en train de revivre quelque chose. Tu te l'es peut-être déjà dit. Pourquoi est-ce que je retombe toujours sur le même type? Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes situations? Pourquoi est-ce que je ressens toujours, avec des gens différents, exactement la même chose au fond? Et tu as peut-être conclu que tu as mauvais goût, ou que tu es trop naïf, trop naïve, ou que quelque chose en toi choisit mal, encore et encore, sans apprendre. Ce soir, je vais te montrer que tout ça est faux, et que ce qui se passe vraiment en toi est infiniment plus précis, plus cohérent, et plus révélateur que ce que tu crois. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a passé toute sa vie à comprendre exactement ce phénomène. Et ce qu'il a découvert ne ressemble à rien de ce que tu as probablement entendu jusqu'ici. Jung aurait dit que tu ne tombes pas amoureux du même type de personne par hasard. Tu ne le fais pas par faiblesse. Tu le fais parce que ton inconscient poursuit un but très précis. Un but qu'il n'a jamais abandonné. Un but qui te guide depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Le concept que Jung aurait utilisé pour expliquer tout ça s'appelle la projection. Et dans un seul mot, voilà ce que ça signifie. Nous ne tombons jamais vraiment amoureux de l'autre. Nous tombons amoureux de ce que nous projetons sur l'autre, de l'image que notre inconscient dépose sur eux comme un film sur un écran. Mais ce que cette image contient, d'où elle vient, et surtout ce qu'elle cherche à accomplir, c'est ce que très peu de gens comprennent vraiment. Et c'est exactement ce que je vais te révéler ce soir. Jung observait que chaque être humain porte en lui une image intérieure de l'autre. Pas une image consciente, pas une liste de critères comme on pourrait la formuler dans une conversation. Une image profonde, archaïque, construite dans les premières années de la vie, façonnée par les premières figures d'amour et d'attachement que tu as rencontrées. Il appelait cette image l'anima pour les hommes, l'animus pour les femmes. Mais au-delà de ces termes techniques, ce qui compte, c'est ce que cette image fait. Elle cherche, en permanence, dans chaque visage que tu croises, dans chaque voix qui te touche, dans chaque regard qui s'attarde sur toi, ton inconscient compare. Est-ce que cette personne correspond à l'image? Est-ce qu'elle emporte quelque chose? Est-ce qu'elle réveille quelque chose que seule cette image peut réveiller? Et quand la correspondance est là, même partielle, même imparfaite, quelque chose se déclenche en toi qui ressemble à de la reconnaissance, pas à de la découverte, à de la reconnaissance, comme si tu avais toujours su que cette personne existait quelque part. C'est pour ça que certaines rencontres ont cette qualité particulière, cette qualité de déjà-vu, cette sensation étrange d'avoir trouvé quelque chose qu'on cherchait sans savoir qu'on le cherchait. Ce n'est pas de la magie. C'est ton inconscient qui a reconnu, dans cette personne réelle, des éléments de l'image qu'il porte depuis des années. Et maintenant, voici quelque chose que tu n'avais peut-être pas anticipé. Cette image ne vient pas de nulle part. Elle a été construite, façonnée par tes expériences les plus précoces, les plus fondatrices, celles que tu ne te rappelles peut-être même plus consciemment. La façon dont on t'a aimé quand tu étais petit, la façon dont l'amour a été démontré ou absent, ou conditionnel, ou envahissant dans ta famille. La façon dont les premières personnes qui comptaient pour toi ont été là ou ont disparu, ont été prévisibles ou imprévisibles, ont récompensé ta vulnérabilité ou l'ont puni.
Tout ça a contribué à dessiner cette image intérieure de l'autre. Et depuis lors, ton inconscient cherche à retrouver cette image dans le monde réel. Pas pour te faire souffrir, pas parce que tu es masochiste ou que tu aimes le drame, mais parce que ton inconscient poursuit quelque chose d'essentiel. Il poursuit une tentative de résolution, une tentative de finir quelque chose qui n'a pas été fini, de réparer quelque chose qui a été blessé, de recevoir enfin quelque chose qui a été refusé. Et quelque part en toi, tu le savais déjà, pas avec ces mots, pas avec cette clarté, mais quelque chose en toi savait que ces répétitions n'étaient pas des accidents. Quelque chose en toi savait qu'il y avait un fil, que ces visages différents portaient quelque chose de commun, que tu cherchais quelque chose de précis à travers eux, même sans pouvoir le nommer. Voici le paradoxe que Jung aurait posé au centre de tout ça, et c'est peut-être la chose la plus dérangeante et la plus libératrice que tu vas entendre ce soir. Tu tombes amoureux du même type de personne, non pas parce que tu répètes une erreur, mais parce que ton inconscient essaie de te guérir. Lis ça encore une fois intérieurement. Ton inconscient essaie de te guérir. Ce qui ressemble à une répétition douloureuse est en réalité une tentative de résolution. Ce qui ressemble à un mauvais choix est en réalité une tentative de compléter quelque chose d'inachevé. Ce qui ressemble à de l'auto-sabotage est en réalité la logique la plus cohérente de ta psyché profonde. Jung appelait cela la compulsion de répétition dans le contexte de l'individuation. L'inconscient revient encore et encore sur la même blessure, non pas pour la rouvrir, mais parce qu'il n'a pas encore trouvé la façon de la traverser vraiment. Et chaque nouvelle personne qui ressemble à l'image n'est pas une punition. C'est une nouvelle occasion, une nouvelle invitation à traverser ce qui n'a pas encore été traversé. Le problème, et Jung l'aurait dit clairement, c'est que tant que ce mécanisme reste inconscient, tant que tu ne vois pas ce que tu fais, tu répètes sans résoudre. Tu retournes encore et encore dans la même pièce sans jamais trouver la porte qui mène ailleurs. Comprendre le mécanisme, vraiment le comprendre, c'est ce qui rend la résolution possible. Alors, laisse-moi te décrire les phases de ce que tu vis, d'une façon que tu vas peut-être reconnaître de l'intérieur. La première phase est ce que j'appellerais la reconnaissance foudroyante. C'est le moment de la rencontre. Et avec ce type de personne particulier, le tien, cette reconnaissance a toujours une qualité différente des autres. Il y a quelque chose d'immédiat. Quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour s'installer. Peut-être une façon qu'elle a de te regarder. Peut-être quelque chose dans sa voix. Peut-être quelque chose d'indéfinissable. Une qualité de présence. Une façon d'être dans l'espace qui te touche avant que tu aies eu le temps de décider si tu voulais être touché. Et dans cette phase, quelque chose se réveille en toi qui était peut-être endormi depuis longtemps. Une vivacité. Une intensité de sensation. Un sentiment d'être plus présent dans ta propre vie que tu ne l'étais quelques instants avant. C'est séduisant d'une façon qui va au-delà de l'attirance physique. C'est presque existentiel, comme si cette personne activait en toi une version de toi-même que tu cherchais à retrouver. Jung aurait dit que tu n'es pas en train de rencontrer cette personne. Tu es en train de rencontrer la projection de ton anima ou de ton animus sur cette personne. Ce que tu ressens comme une reconnaissance de l'autre est en réalité une reconnaissance de toi-même, d'une partie de toi-même que tu portes en toi et que tu viens de voir reflétée dans quelqu'un d'autre. La deuxième phase est ce que j'appellerais l'intensité incompréhensible. La relation s'installe. Et tu remarques quelque chose. Les émotions que cette personne génère en toi sont disproportionnées. Pas nécessairement au sens négatif, du moins pas au début, mais disproportionnées. La joie que tu ressens quand tu la vois est plus grande que ce qu'une logique froide pourrait expliquer. Et la douleur que tu ressens quand quelque chose va mal est aussi plus grande, plus profonde, plus enracinée que tu ne l'aurais attendu pour le niveau réel d'investissement que vous avez eu ensemble. Ton entourage le remarque parfois. Ils te disent « tu en fais trop ». Ils te disent « tu t'emballes ». Ils te disent « tu ne la connais pas encore assez pour ressentir tout ça ». Et tu ne peux pas leur expliquer.
Tu ne peux pas leur dire pourquoi ça résonne si fort. Parce que la raison n'est pas dans la relation telle qu'elle existe entre vous deux dans le présent. La raison est dans ce que cette personne porte, sans le savoir, de l'image que ton inconscient a construite depuis des années. Ce n'est pas seulement elle que tu ressens, c'est tout ce que tu as déposé sur elle. Et ce poids-là est considérable. La troisième phase est ce que j'appellerais la réactivation de l'ancienne blessure. C'est la phase que peu de gens voient venir, et qui est pourtant inévitable quand le mécanisme est inconscient. Cette personne, par ce qu'elle est, par ses propres façons d'être, par ses propres failles et ses propres patterns, finit par te faire quelque chose. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on t'a déjà fait. Quelque chose qui touche précisément la zone de toi-même qui était déjà blessée. Peut-être qu'elle se ferme au moment où tu as le plus besoin d'elle. Et tu as déjà vécu ça. Peut-être qu'elle devient imprévisible exactement quand tu commences à te sentir en sécurité. Et tu as déjà vécu ça. Peut-être qu'elle valorise ta présence, puis s'en éloigne sans explication. Et tu as déjà vécu ça. Ce n'est pas forcément parce qu'elle te fait intentionnellement du mal. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est blessante par nature. C'est parce que ton inconscient, dans sa recherche de résolution, a précisément choisi quelqu'un dont les patterns sont suffisamment similaires à ceux qui ont créé ta blessure originelle pour que la tentative de guérison puisse se jouer à nouveau. Tu as cherché, sans le savoir, quelqu'un qui pouvait te rejouer la même pièce. Parce que c'est la seule façon que ton inconscient connaît de tenter d'en finir autrement. La quatrième phase est ce que j'appellerais le cycle de l'espoir et de la douleur. Et c'est peut-être la phase la plus épuisante, parce qu'elle peut durer des mois, parfois des années. Elle alterne entre des moments où quelque chose entre vous est parfait, où tu vois la version de cette personne qui correspond à l'image, qui te donne ce que tu cherchais, et des moments où quelque chose s'effondre à nouveau, où la blessure est rouverte, où tu te retrouves dans une douleur qui te semble à la fois nouvelle et familière. Et dans cette phase, tu fais quelque chose de très humain. Tu te concentres sur les moments positifs comme preuve que ça peut marcher. Tu minimises les moments douloureux comme des exceptions. Tu construis une narrativité qui dit « si on travaille dessus, si je suis patient, si les circonstances changent un peu, ça peut devenir ce que j'espère. » Ce n'est pas de la naïveté. C'est ton inconscient qui refuse d'abandonner sa tentative de résolution, qui dit cette fois-ci, peut-être. Cette fois-ci, peut-être que ça finira différemment. La cinquième phase est ce que j'appellerais l'épuisement du pattern. Et cette phase arrive toujours, même si elle peut prendre du temps. Un moment où quelque chose en toi reconnaît que ce scénario ne va pas se résoudre de la façon que tu espérais. Pas nécessairement parce que la relation prend fin, même si c'est parfois le cas, mais parce que quelque chose en toi commence à voir ce qui se passe vraiment, à distinguer la personne réelle de l'image que tu avais projetée sur elle, à reconnaître le pattern pour ce qu'il est. Et ce moment-là, même s'il est douloureux, même s'il s'accompagne d'un deuil réel, est précisément le moment que Jung aurait attendu. Parce que c'est le moment où la conscience commence à entrer là où il n'y avait que l'automatisme de l'inconscient. C'est le moment où la résolution devient vraiment possible. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. La vraie question n'est pas pourquoi tu tombes amoureux du même type de personne. La vraie question est ce que ce type de personne révèle sur toi, pas sur ce que tu cherches chez l'autre, sur toi, sur ce qui en toi n'a pas encore été guéri, sur ce qui en toi n'a pas encore été vu, sur ce qui en toi cherche encore à recevoir quelque chose qu'il n'a peut-être jamais reçu de la façon dont il en avait besoin. Parce que la projection ne dit rien d'essentiel sur les personnes que tu choisis. Elle dit tout sur ce que tu portes. Et ce que tu portes, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé directement. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner à une psychologie de la victime ou du dysfonctionnel, mais pour pouvoir enfin comprendre ce que ton inconscient a cherché à faire toutes ces années, avec une cohérence absolue. Qu'est-ce qui a créé cette image intérieure en toi? Qu'est-ce qui a construit cette attente particulière, cette façon particulière d'être ému,
cette qualité particulière de présence que tu cherches à retrouver encore et encore. Pas dans le détail clinique, mais dans l'essentiel. Peut-être que l'amour que tu as reçu très tôt était conditionnel. Peut-être qu'il fallait mériter la présence de l'autre, gagner son attention, faire quelque chose pour ne pas la perdre. Et tu cherches depuis lors quelqu'un dont la présence demande aussi quelque chose, dont l'amour aussi doit être gagné, parce que c'est la seule forme d'amour que tu reconnais comme réelle. Peut-être que l'attachement dans ton enfance était imprévisible, présent et chaleureux un jour, distant ou absent le lendemain, sans raison que tu pouvais comprendre. Et tu cherches depuis lors quelqu'un dont tu ne peux pas tout à fait prédire le comportement, parce que cette imprévisibilité-là te semble normale. Parce qu'un amour trop stable, trop prévisible, trop sûr de lui-même ne déclenche pas en toi ce que tu appelles de l'amour. Peut-être que quelqu'un d'important pour toi t'a quitté très tôt, physiquement ou émotionnellement. Et depuis lors, ton inconscient cherche des personnes avec lesquelles il peut rejouer cette séparation dans l'espoir d'un dénouement différent. Dans l'espoir de prouver que cette fois-ci, tu ne seras pas abandonné. Jung aurait dit que regarder cela en face, vraiment en face, pas pour s'y perdre, mais pour le comprendre, est le début de la seule transformation qui change vraiment quelque chose. Pas un changement de partenaire, un changement dans ce qu'on projette, un changement dans ce qu'on cherche, un changement dans la façon dont on reconnaît l'amour. Et ce changement-là ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas de trouver enfin la bonne personne. Il vient du travail intérieur, de la décision de regarder l'image que tu portes et de te demander ce qu'elle cherche à réparer, et si cette réparation peut commencer en toi plutôt que d'attendre qu'elle arrive de quelqu'un d'autre. Parce que voilà la vérité que Jung aurait dite en dernier, avec cette douceur directe qui lui était propre. La personne que tu cherches à travers tous ces visages similaires, la personne qui pourrait enfin te donner ce que tu cherches depuis si longtemps, ne peut pas être trouvée à l'extérieur tant que l'image intérieure reste inconsciente. Parce que tu projetteras encore sur elle. Parce que tu chercheras encore en elle ce qui ne peut pas venir que d'elle. Parce que tu recommenceras le même cycle avec une conviction sincère que cette fois c'est différent. Mais si tu commences à regarder l'image, si tu commences à voir ce que ton inconscient cherche et pourquoi il le cherche, si tu commences à te donner à toi-même, consciemment, ce que tu as attendu que les autres te donnent, quelque chose change. Dans ce que tu choisis, dans ce que tu ressens, dans la façon dont tu rencontres les autres et dans ce que tu leur demandes d'être pour toi. Tu ne tombes plus amoureux du même type de personne de la même façon. Pas parce que tu as changé de critères, mais parce que tu as changé, parce que tu n'as plus besoin de la même résolution, parce que quelque chose qui cherchait à être guéri a commencé à l'être en toi, par toi, à travers le travail que tu as eu le courage de faire. Ce n'est pas une promesse facile. C'est un chemin qui demande de l'honnêteté, de la patience et parfois l'aide de quelqu'un de qualifié pour t'accompagner dans ce que tu découvres. Mais c'est le seul chemin qui change quelque chose de fondamental. Le seul chemin qui ne te laisse pas simplement avec une histoire de plus sur quelqu'un qui ne convenait pas. Le seul chemin qui te laisse avec quelque chose de plus précieux que ça. Une connaissance plus claire de toi-même. Et cette connaissance-là, personne ne peut te la retirer. Tu n'as pas mauvais goût. Tu as un inconscient qui cherche à guérir quelque chose d'ancien avec les outils qu'il connaît. Et maintenant que tu sais ce qu'il fait, tu peux commencer à lui en donner de nouveaux. Dis-moi une seule chose dans les commentaires. Est-ce que tu reconnais ce pattern dans ta vie? Un seul mot suffit. Oui, ou une phrase si tu veux aller plus loin. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour continuer à explorer ensemble ce que Jung nous enseigne sur la vie intérieure. Je lis chaque message. Prends soin de toi.